Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde, bienvenue et merci d'avoir rejoint notre webinaire aujourd'hui. Mon nom est Chris Martin, je suis responsable technique pour Regenesis en Europe. Je suis très heureux de vous présenter l'intervenant d'aujourd'hui, Aurélien Trégé. Aurélien est docteur en procédés pour l'environnement et il travaille depuis plusieurs années dans le domaine des cités-sols pollués. Depuis l'année passée, il est en charge de la France pour Regenesis. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de discuter des projets, Aurélien et moi-même sont donc votre interlocuteur. Avant de démarrer, j'ai encore quelques détails techniques que je vais lire de mon papier. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à tout moment pendant le webinaire en utilisant l'interface questions située sur votre panneau de contrôle. Nous prévoyons une session de questions-réponses à la fin du webinaire durant laquelle nous répondrons à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les soumettre. Pour avoir la meilleure connexion possible, nous vous conseillons de fermer toutes les autres applications et programmes sur votre ordinateur, y compris boîte mail et chat. Vous pouvez également choisir de recevoir le son via votre téléphone. Vous trouverez le numéro non surtaxé pour la France et pour les autres pays dans l'email de confirmation du webinaire. Si la qualité audio devient mauvaise, fermez simplement votre session et redémarrez-la. Si le problème persiste, faites-le nous savoir à l'aide de l'interface question. Nous essayerons de vous aider à résoudre le problème. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Aurélien pour la présentation qui va durer environ 30 minutes et qui se terminera par une session de questions-réponses. Merci Chris pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de traitement chimique in situ par réduction, aussi appelé ISR pour In situ Chemical Reduction. Et plus précisément, je vais vous présenter une nouvelle technologie permettant de traiter in situ de fortes concentrations dans les eaux souterraines. Cette nouvelle technologie se base sur le fer zéro valent sulfuré, que je vais vous présenter plus en détail durant toute la présentation, en illustrant mes propos par des essais laboratoires qui ont été réalisés avec cette technique. Nous terminerons le webinaire par une séance de questions-réponses, durant laquelle nous répondrons à vos questions. Donc n'hésitez pas pendant toute la durée de la présentation à soumettre vos questions. Donc durant cette présentation, nous allons nous intéresser donc au S-micro-ZVD, qui est le fer zéro valent colloïdal développé par Regenesis. Ce S-micro-ZVD est utilisé pour le traitement par réduction chimique in situ. Donc pour bien comprendre le fonctionnement de la technologie, nous allons commencer par une approche théorique. Donc de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de réduction chimique in situ? C'est un terme qui est utilisé depuis les années 90, date à laquelle les premiers traitements ont été réalisés. Et vous l'aurez compris, le traitement in situ, on parle de traitement in situ chimique lorsque le traitement principal est réalisé par réduction chimique, ce qui coule de source. On parle aussi de réduction abiotique par opposition à réaction biologique. Réduction abiotique signifie que c'est une réaction uniquement chimique. Mais comme nous allons le voir, cette réaction est bien souvent couplée à une réaction biologique. Donc dans le cas d'une réaction abiotique, c'est le réducteur, le réactif, qui fournit les électrons. Le polluant va accepter les électrons, ce qui va modifier sa structure. Par exemple, dans le cas des solvants chlorés, largement utilisés dans l'industrie, le transfert d'électrons permet la déchloration de ces composés. Pour le TCE, le trichloroéthylène, celui-ci va perdre des atomes de chlore, remplacés par des atomes d'hydrogène, et le but final est de créer une molécule sans atomes de chlore, avec une toxicité moindre par rapport aux composés primaires. Pour résumer, nous retiendrons que l'ISR, donc la réduction chimique in situ,
se réalise par un transfert d'électrons d'un réactif vers le polluant. Et ce transfert d'électrons nécessite donc un contact direct entre le réactif et le polluant. Après avoir défini le terme d'ISCR, intéressons-nous maintenant à la partie réactive, à savoir quels types de réactifs peuvent être utilisés pour réaliser cette réaction. Si vous vous souvenez de vos cours de chimie, vous vous rappelez que la définition d'un réducteur est une espèce capable de fournir un ou plusieurs électrons. On connaît dans la nature une telle espèce couramment répandue, le fer. En effet, le fer est naturellement présent sous forme oxydée, à des degrés d'oxydation plus 2 ou plus 3, ce qui montre que le fer a la capacité de rapidement céder 2 ou 3 électrons. On va donc utiliser cette capacité du fer à céder des électrons pour notre réduction chimique in situ. L'idée est donc de fabriquer un fer à la valence 0, on parle donc de fer zéro valent, et on va donc utiliser sa capacité à fournir des électrons pour traiter nos polluants. L'idée d'utiliser du fer pour l'ISR n'est pas une idée inventée par Agenesis. C'est une technique qui est utilisée depuis les années 90. En revanche, nous avons identifié 4 paramètres clés qui sont fondamentaux pour améliorer de façon significative l'efficacité du traitement et diminuer les coûts. Ces 4 paramètres sont la réactivité, la rémanence et la distribution, et la facilité d'utilisation. Donc, durant toute la présentation, je vais insister sur ces 4 paramètres et montrer comment on a travaillé dessus pour améliorer notre procédé. Donc, en se basant sur ces 4 paramètres, nous avons développé donc notre propre fer zéro valent, le S-micro-ZVD. Il est composé de particules de fer colloïdales, c'est-à-dire des particules avec une taille inférieure à 5 microns. Cette faible taille permet aux particules d'être très réactives, parce qu'on a une surface réactive très grande. Ces particules sont également protégées par une sulfuration de surface. Je vais revenir plus en détail dans la suite de la présentation sur cette sulfuration. Et elles sont ensuite mises en suspension dans du glycérol. Donc au final, l'idée a été de créer une solution qui s'apparente à une solution liquide de fer zéro valent. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo là qui vient de s'afficher. Ce produit permet donc une dégradation abiotique, donc une dégradation chimique. En revanche, dans la majorité des cas, on va coupler cette dégradation abiotique avec une dégradation biologique et on parlera alors d'ISCR assisté, amélioré par voie biologique. Les avantages de ce produit sont multiples. Tout d'abord, comme nous l'avons vu précédemment, nous avons une solution qui s'apparente à une solution liquide de fer zéro valent, du fait de la faible taille des particules mises en suspension dans du glycérol. Cette solution liquide ne nécessite donc pas d'agent épaississant pour maintenir les particules de fer en suspension, comme ça peut être le cas avec des particules de fer beaucoup plus grosses, où on va avoir tendance à utiliser la gomme de Guar pour les maintenir en suspension. L'utilisation de gomme de Guar va également nécessiter des pressions d'injection très élevées pour pouvoir les mettre en œuvre dans le sous-sol. Ici, notre solution s'apparente à une solution liquide et va donc pouvoir être injectée à basse pression, tout en permettant d'avoir une distribution dans le sous-sol importante. Ensuite, j'ai évoqué la sulfuration de surface des particules. Cette sulfuration permet d'augmenter la réactivité avec les polluants. On a noté des vitesses de réaction augmentées de 10 à 30 fois supérieures par rapport à celles des fers classiques. Il a également été montré que la sulfuration de surface permet de largement réduire la formation des sous-produits de dégradation, tels qu'on pense notamment au chlorure de vinyle dans le cas de traitement de solvants chlorés. Chlorure de vinyle, donc, qui est un sous-produit de dégradation qui peut s'avérer être plus toxique que le produit primaire. Et il a également la capacité d'être plus mobile. Donc c'est un paramètre que l'on doit suivre avec beaucoup d'intention lorsque l'on fait un traitement par réduction chimique de solvants chlorés. Enfin, nous l'avons également dit, les particules de fer ont la particularité à être très réactives. Donc en l'absence de sulfuration, en l'absence de protection, elles vont avoir tendance à réagir directement avec l'eau et à se passiver. Donc c'est pourquoi on va ajouter donc cette sulfuration pour protéger les particules de fer et augmenter leur efficacité. Cette technologie peut être utilisée pour traiter des polluants provenant de différents types d'industries. On pense aux industries de nettoyage à sec, dans lesquelles le PCE est utilisé comme produit de nettoyage. Une contamination peut avoir lieu du fait de fuites de différentes cuves ou liées à l'élimination sauvage de certains produits qui sont utilisés.
On retrouve aussi des solvants chlorés dans tout ce qui va être différentes usines de production, pour le traitement de surface de pièces métalliques par exemple. On peut également retrouver ces solvants chlorés dans le domaine de l'aérospatial, dans la défense. Et ces produits, dans ce cas-là, sont largement utilisés pour nettoyer les avions, les armes, etc. Et il y a aussi certains composés explosifs énergétiques qui contiennent des groupes fonctionnels qui peuvent être traités par réduction. Donc on peut utiliser cette technologie pour traiter les polluants provenant de différentes industries. Donc comme évoqué précédemment, nous avons identifié 4 grands axes d'amélioration pour améliorer un traitement in situ, et notamment le traitement in situ par réduction. Ces 4 grands axes sont donc la réactivité, la facilité d'utilisation, la distribution et la rémanence. Je vais maintenant vous présenter en détail comment nous avons travaillé sur chacun de ces axes et à la fin, comment nous avons obtenu notre produit. Tout d'abord, commençons par parler de la réactivité. Donc reprenons l'exemple des solvants chlorés, car ce sont les polluants qui sont les plus souvent traités par réduction chimique. Comme vous voyez sur cette figure, la réduction chimique a pour objectif la déchloration des composés chlorés, jusqu'à la formation de composés non toxiques, tels que l'éthène. Sur cette figure, 2 chemins réactionnels sont mis en avant. Un chemin qui conduit directement à l'éthène en passant par des sous-produits toxiques tels que le chlorure de vinyle, et un deuxième chemin qui, lui, va permettre de court-circuiter, si je puis dire, la formation de chlorure de vinyle. Il est très difficile de favoriser un chemin, une voie réactionnelle par rapport à l'autre. Aussi, il est important de toujours garder en tête que la formation de chlorure de vinyle, qui est un composé très toxique et très mobile, peut apparaître pendant le traitement. Donc, quelle que soit la voie réactionnelle qu'on va utiliser, dans tous les cas, la réaction chimique se base toujours sur le même principe, qui va être un transfert d'électrons entre le réactif et le polluant. La réactivité de notre réactif va donc être sa capacité à transférer ces électrons vers les polluants et à aller jusqu'au bout de la chaîne de déchloration pour former des composés non toxiques. On parlera donc d'efficacité électronique de notre réactif. Pour améliorer la réactivité, donc le premier paramètre sur lequel nous avons travaillé, nous avons réalisé une sulfuration. Une sulfuration, c'est donc en fait, on va venir former en surface des particules de fer des sulfures de fer, des sulfures de fer qui vont donc protéger la particule. Ça va avoir plusieurs avantages. Car une partie des électrons qu'il libère, étant donné que la particule est très réactive, peuvent être captés directement par l'eau au lieu d'être utilisés par les polluants. Donc là, vous comprenez que l'efficacité électronique diminue fortement. De plus, après réaction avec l'eau, la surface des particules peuvent se passiver, c'est-à-dire qu'il va y avoir des oxydes de fer qui vont se former en surface des particules, rendant inaccessible le fer zéro qui se trouve à l'intérieur de la particule, au cœur de la particule, ce qu'on appelle donc les phénomènes de passivation. La sulfuration va donc permettre de limiter ces problèmes. Pour pallier à ce problème, donc, nous venons former en surface des sulfures de fer. On va donc enrober la particule de fer avec ces sulfures. Ce qui signifie que dans ce cas-là, les électrons vont être utilisés en priorité pour réagir avec les polluants plutôt qu'avec l'eau. De plus, il a été démontré donc, que la sulfuration va augmenter les vitesses de réaction avec certains éthènes chlorés qui sont largement répandus dans l'industrie. Pour plus de détails techniques sur cette méthode de sulfuration, qui est une méthode très complexe et sur laquelle on pourrait faire un webinaire uniquement sur la sulfuration, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pour avoir plus de détails, je vous invite à vous joindre sur notre site internet et vous pourrez trouver un bulletin technique sur ce sujet, qui est assez riche, et sinon vous pourrez revenir vers moi pour avoir plus de détails. Donc l'efficacité, l'avantage de la sulfuration est illustré sur ces deux figures qui sont tirées de revues scientifiques, Environmental Science and Technology. La figure de gauche compare l'efficacité électronique de nanoparticules de fer. Donc là, ce sont des nanoparticules, ce sont des particules différentes des particules que nous utilisons dans notre produit, mais ça permet quand même de mettre en avant l'avantage de la sulfuration. Donc sur cette figure, donc la figure de gauche, on voit qu'en l'absence de sulfuration, 98% des électrons sont utilisés uniquement pour réagir avec l'eau. Donc on parle de réaction parasite avec l'eau. En revanche, en présence de sulfuration,
le ratio est totalement inversé, car plus de 99% des électrons sont cette fois-ci utilisés pour réagir avec les TCE. De même, sur la figure de droite, les mêmes études ont été réalisées, mais cette fois-ci avec des particules micrométriques de taille similaire à celles qui sont utilisées dans notre produit. Donc, en l'absence de sulfuration, on voit que seulement 8% des électrons sont utilisés pour traiter les polluants, alors que dès qu'on va réaliser cette sulfuration, plus de 92% des électrons vont être utilisés pour réagir avec les polluants. Donc cette figure, en fait, elle résume vraiment l'intérêt de la sulfuration des particules de fer, qui montre qu'on va, de ce fait, grâce à la sulfuration, augmenter l'efficacité électronique, c'est-à-dire on va augmenter les chances de rencontre des électrons avec les polluants, plutôt que de les faire réagir avec de l'eau. Pour améliorer la réactivité, nous avons également travaillé sur un couplage avec la biodégradation. Car comme nous l'avons vu, la réduction abiotique nécessite un contact direct entre le réactif et le polluant, donc entre la particule de fer et le polluant. Donc on imagine facilement qu'il est très difficile de réaliser ce contact direct entre tous les polluants présents dans le sous-sol et les réactifs. Même en utilisant des techniques de ciblage telles que le sol mixing ou le direct push, qui permettent vraiment de cibler les horizons qu'on veut traiter, ce contact direct ne pourra pas être réalisé sur tous les polluants. Car certains restent localisés dans la microporosité, c'est-à-dire ils vont être fortement absorbés dans des zones très peu perméables et donc très difficilement accessibles. Il faut savoir que les polluants que l'on traite aujourd'hui sont des polluants qui sont relativement vieux, des pollutions très anciennes, donc qui ont largement eu le temps de s'accumuler dans des zones très peu perméables, très peu accessibles, et qui après un traitement, peuvent continuer à relarguer de la pollution, ce qu'on va appeler les effets rebonds, ou la rétrodiffusion de polluants. C'est pourquoi nous recommandons quasi systématiquement de coupler l'ISCR à la biodégradation. Car la biodégradation, elle, ne nécessite pas de contact direct entre un réactif et un polluant pour pouvoir marcher, car on va compter sur l'activité biologique. Pour cela, donc, il est donc possible de coupler nos particules de fer zéro valent avec le 3-DME. Le 3-DME, c'est une molécule qui a été développée spécialement par Regenesis pour stimuler l'activité biologique. C'est une molécule qui est constituée à la fois d'acide gras et d'acide lactique. Lorsque la molécule est injectée dans l'eau, une partie des acides lactiques va se dissoudre petit à petit dans la nappe d'eau. C'est ce que vous voyez sur l'animation. Une fois ces acides lactiques passés en solution, donc dans la nappe d'eau, ils vont être fermentés grâce à des bactéries capables de fermentation. Donc ici, on voit les fermenteurs qui sont représentés par des petits cylindres violets qui vont venir donc travailler avec ces acides lactiques. La fermentation des acides lactiques va créer la production d'hydrogène. Donc cet hydrogène, pour ces bactéries fermentescibles, est un déchet en fait. Mais pas pour nous. Ce déchet, on va pouvoir l'utiliser avec d'autres bactéries qui, elles, sont des bactéries capables de réduction, donc de déchloration. Elles vont donc utiliser cet hydrogène pour réaliser un transfert d'électrons entre l'hydrogène et la molécule à traiter, et le polluant à traiter. Et elles utilisent en fait l'énergie dégagée par ce transfert d'électrons pour respirer, ce qu'on appelle la respiration anaérobie. Et donc grâce à ce transfert d'électrons, catalysé si je puis dire par les bactéries, on obtient une déchloration de nos polluants, jusqu'à atteindre donc le polluant, le composé final qui est l'éthène. L'ISR amélioré a donc plusieurs plusieurs mécanismes pour fonctionner. D'une part, le réducteur chimique va pouvoir traiter d'importantes masses de polluants en réalisant un contact direct donc, entre notre réactif et les polluants. D'autre part, ce réactif chimique va pouvoir créer rapidement des conditions anaérobies, notamment en éliminant l'oxygène dissous dans la nappe. Et ensuite, la biostimulation va pouvoir prendre le relais en traitant des pollutions qui sont plus diffuses, car elles ne nécessitent pas de contact direct, et elle va également permettre d'atteindre des objectifs de concentration beaucoup plus bas. Donc la première application sur site de cette technologie a été réalisée il y a peu de temps, il y a quelques mois. Les premiers résultats sont positifs, mais il nous faut encore un peu de recul, un suivi sur une plus longue période pour pouvoir les publier. Mais d'ici quelques mois, nous aurons un cas d'étude d'application de cette technique sur site. Vous recevrez dans les prochains mois donc une newsletter avec ce cas d'étude. Pour l'heure, je vais vous présenter des résultats d'essais laboratoires qui ont été menés pour comparer donc l'efficacité du couplage entre juste l'ISCR et la biodégradation par rapport à une simple biodégradation.
Donc sur les figures de gauche, ce qu'on appelle la colonne biotique, donc là c'est une colonne avec simplement une biodégradation, et sur la colonne de droite, c'est une colonne où on couple l'ISR à la biodégradation. Donc ces essais ont été menés dans des colonnes, dans laquelle on a fait percoler une solution contenant du lactate de sodium et des bactéries pour la colonne biotique, et du lactate de sodium, des bactéries et du fer zéro pour la colonne avec l'ISR couplé à la biodégradation. Donc ce que l'on voit, c'est que l'ISR couplé à la biodégradation permet de rapidement éliminer le TCE, qui est le polluant primaire, et il permet également d'éviter la formation de sous-produits, tels que le chlorure de vinyle, ce qui n'est pas forcément le cas pour le traitement biologique. Passons maintenant à un deuxième paramètre clé qui permet de conditionner la réussite d'un traitement in situ par réduction. Ce deuxième paramètre clé, c'est la distribution. En effet, on le répète, car c'est un paramètre important, pour que la réaction ait lieu en réduction chimique, il faut un contact direct entre le réactif et le polluant. Or, les particules de fer, elles ont une densité qui est très importante, de l'ordre de 8. Donc dès lors que vous allez essayer d'utiliser des particules de fer d'une taille supérieure à 40 microns, on va très vite voir qu'elles vont avoir tendance à rapidement décanter, à sédimenter. Cette capacité à sédimenter montre aussi qu'elles vont être très compliquées à vectoriser par la nappe d'eau. Aussi, une des solutions est d'utiliser de la gomme de Guar pour réaliser des solutions très visqueuses, pour maintenir ce fer en suspension. Mais cela va nécessiter d'importantes forces de mélange et encore une fois, des pressions d'injection très importantes. Donc pour pallier à ce problème, nous avons choisi de broyer les particules de fer pour atteindre une taille inférieure à 5 microns. À cette taille, on peut rapidement observer que les particules ont plutôt tendance à se maintenir en suspension, ce qui améliore considérablement l'injectabilité et la distribution dans le sous-sol. Donc jouer sur la taille des particules, ça permet à la fois donc, de limiter leur sédimentation et ça facilite aussi grandement leur utilisation. Sur les deux premières photos de gauche, on compare en fait l'utilisation de notre S micro-ZVD qui se trouve sous forme d'une suspension liquide à un fer micrométrique d'une taille importante qui lui va être mis en œuvre sous forme d'un slurry très épais. Ce slurry donc qui est composé de fer zéro grossier et qui va donc être très compliqué à mettre en œuvre. Pour le mettre en œuvre, on va être obligé d'utiliser des pressions d'injection très importantes, voire de réaliser une fracturation du sous-sol. La fracturation qui n'est pas forcément la stratégie la plus adaptée, car en fait en fracturant, on va créer de la porosité et venir injecter notre produit dans cette nouvelle porosité. Cette nouvelle porosité n'est pas forcément le siège de la pollution. Donc on n'aura pas forcément un contact optimal entre nos particules de fer et les polluants. En revanche, sur la photo en haut à droite, on voit les résultats d'essais qui ont été réalisés au laboratoire dans lesquels on est venu injecter donc nos particules de fer dans une sorte d'aquarium rempli de sable pour essayer un peu d'observer la diffusion, la distribution de ces particules de fer dans cet aquarium. Et ce qu'on observe, c'est qu'on arrive à avoir un front uniforme qui se déplace lors de l'injection et qui permet donc d'optimiser les chances de contact entre nos particules de fer et le polluant. En ce qui concerne la facilité d'utilisation, donc c'est le troisième paramètre clé qui va conditionner la réussite d'un traitement in situ. Notre S micro ZVD est livré sur chantier sous forme de fût de 200 litres. Donc je le répète, c'est une solution liquide qui arrive directement en fût. La suspension peut être facilement pompée ou versée dans une autre cuve pour diluer ou pour préparation avant injection. Et tout ceci peut être réalisé en utilisant des équipements de pompage et de mélange standard. Donc là, c'est ce qu'on voit sur la petite vidéo. On voit le mélange et le mélange de ces particules de fer, enfin de notre solution, dans une cuve. De plus, le fait d'utiliser du fer zéro sous forme d'une solution liquide permet de nettement améliorer la sûreté sur chantier. Car vous n'avez pas de poudre à manipuler, donc pas besoin de dispositifs spéciaux pour la manipulation de poudre, et on évite aussi tous les risques de poussière et également d'explosion, car rappelons-le, les particules de fer peuvent être très réactives. Donc, en choisissant de mettre ces particules de fer sous forme d'une suspension liquide, nous avons grandement amélioré la facilité d'utilisation. Nous n'avons plus de poudre à manipuler, plus d'épaisselerie à fabriquer, et donc on augmente les chances de réussite du traitement. Enfin, le dernier point que j'aimerais détailler est la rémanence du traitement. On parle de rémanence ou de persistance, qui est en fait la capacité du réactif à rester actif dans le sous-sol pendant une longue période.
car si le réactif ne reste pas actif suffisamment longtemps, il va réagir rapidement avec quelques polluants, mais une grande partie de polluants pourront revenir et continuer à polluer la zone. Donc la rémanence est vraiment un paramètre important à prendre en compte. Pour améliorer la rémanence, nous avons une nouvelle fois travaillé nous avons travaillé sur l'efficacité électronique, donc c'est-à-dire sur le ciblage des électrons pour traiter les polluants grâce à la sulfuration. Cette sulfuration, je le répète, qui limite la passivation des particules, donc qui va permettre aux particules de rester actives pendant beaucoup plus longtemps. Et tout ceci est illustré sur la figure ici. Donc encore une fois, ce sont des résultats d'essais laboratoires que nous avons menés. Donc là, le dispositif qui a été utilisé, c'est une colonne remplie de sol avec des particules de fer, donc nos particules de fer à l'intérieur. Et cette colonne, nous avons fait percoler une solution de perchloroéthylène à l'intérieur. Donc la première courbe en orange, c'est la courbe théorique. Voici ce qui aurait dû se passer. La courbe en blanc, c'est la courbe de contrôle, donc c'est-à-dire c'est la même colonne dans laquelle nous n'avons pas mis de particules de fer. Et la dernière courbe va donc être les résultats avec cette colonne remplie de fer zéro valent. Donc ce que l'on voit, c'est que le fer zéro valent, donc d'une part, permet de rapidement diminuer les concentrations en PCE. On voit qu'on a plus de 90% d'élimination des concentrations en PCE. Mais surtout, on voit que dans le temps, les particules restent efficaces, restent actives, car les concentrations restent basses. Après 150 jours d'essai, les concentrations restent très basses. Donc on a ici mis en avant la rémanence de nos particules de fer une fois qu'elles sont mises en œuvre dans le sous-sol. Le choix de la taille des particules a également une influence importante sur la rémanence, car plus les particules sont petites, plus elles vont être réactives, car la surface de réaction va être très grande. En revanche, plus elles sont réactives, et moins elles vont être persistantes, car elles vont réagir plus vite et se consommer très rapidement. Donc le choix de travailler à une taille, à une échelle colloïdale, est donc en fait un compromis entre persistance et réactivité. De plus, comme nous l'avons montré, la taille a également une importance sur la facilité de distribution et de mise en œuvre. Pour des particules très petites, telles que les particules nanométriques, on va devoir faire face à des problèmes d'agglomération. Très rapidement, ces particules vont s'agglomérer entre elles et devenir très difficiles à injecter. Tandis que pour des particules beaucoup plus grosses, là, ça va être très compliqué de les injecter d'essayer de mettre en œuvre des techniques d'injection. On va plutôt réserver ici des techniques de mise en œuvre mécanique, voire de mise en œuvre dans des PRB. Enfin, nous avons repris sur cette slide les différents types de fer existants dans le commerce et les différents modes d'application qui peuvent être mis en œuvre. Pour les particules les plus grossières, donc par exemple, ça fait des particules qui proviennent d'usines de recyclage de métaux. Celles-ci, donc, elles vont avoir une taille de l'ordre de 1 mm. Elles vont être réservées, donc, comme je disais, à des applications mécaniques, voire en PRB. Pour des particules un peu plus élaborées, entre 44 et 100 microns, on va dire, on peut commencer à imaginer des mises en œuvre par injection, par exemple par direct push, ou via des puits d'injection, ou voire des tubes à manchette. Mais pour des particules avec une taille de l'ordre de 44 microns, il faudra mettre en œuvre des pressions d'injection très importantes. Pour les particules de taille plus petite, on va dire inférieure à 10 microns, là, on peut imaginer donc toujours utiliser le direct push, voire utiliser des ouvrages existants, tels que des puits existants, pour venir mettre en œuvre ces particules de fer. Donc, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, dans de rares exceptions, on peut imaginer utiliser le S-micro-ZV10 seul, mais on ne le conseille pas pour le problème de contact direct entre polluants et réactifs. Le plus souvent, plus généralement, nous préconisons l'utilisation en complément d'un amendement organique. Donc là, on va parler d'ISR amélioré par la biodégradation, ce qui va permettre notamment de limiter les effets rebonds et d'atteindre des concentrations résiduelles beaucoup plus faibles. Enfin, un dernier mode d'application ou d'utilisation de ce produit peut être avec un couplage avec du charbon actif colloïdal, notamment notre solution commerciale qui est le Plumstop. Sur cette figure, nous montrons un peu, nous avons fait des essais donc en couplant ce fer zéro avec le charbon actif colloïdal. Donc l'idée en fait a été de comparer l'efficacité de ce traitement avec un traitement par voie biologique seul. Donc comme vous voyez, c'est la courbe orange là qui vient de s'afficher, qui vient d'apparaître. Donc lors d'un traitement biologique seul, on voit que les concentrations en polluants diminuent au bout à peu près de 3 semaines.
Mais 5 semaines plus tard, on a plus de 99% de réduction des concentrations en polluants. Donc, ce qui est déjà pas mal. En revanche, quand on va utiliser le couplage avec le plume stop, là, cette fois-ci, ce qu'on va voir, c'est que très rapidement, dès l'injection, on va avoir une très forte diminution des concentrations. Et de plus, ces concentrations vont rester très faibles pendant un long laps de temps. On observe très rapidement une forte décroissance des concentrations, car le charbon actif permet d'absorber en fait les polluants. Donc très rapidement, on va avoir un traitement qui va être très efficace. Le fait d'absorber ces polluants sur les particules de charbon actif va avoir un deuxième avantage, c'est qu'il va permettre d'augmenter les chances de contact entre notre réactif et les polluants, et donc d'augmenter l'efficacité de traitement. Donc ce couplage entre notre fer zéro valent et le plume stop peut être une solution qui peut être également très intéressante. Donc pour conclure, je vous ai donc présenté notre nouvelle technologie, donc le S-MicroZVD, efficace pour traiter un large panel de polluants, notamment les solvants chlorés, sur lesquels j'ai plus insisté aujourd'hui. Donc la force du produit repose sur le fait que nous avons travaillé sur 4 grands paramètres. Nous avons essayé d'améliorer 4 grands paramètres, que sont la réactivité, la rémanence, la distribution et la facilité d'utilisation. Cette technique peut être utilisée pour traiter de fortes concentrations en polluants et peut être couplée donc soit à un donneur d'électrons, on parlera alors d'ISR assisté par biodégradation, ou comme je viens de vous le montrer à l'instant, on peut également le coupler avec notre charbon actif colloïdal, qui permet d'atteindre très rapidement de fortes diminutions des concentrations. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Pour cela, donc, je vais répondre à une série de questions qui ont été sélectionnées par Chris durant la présentation. Ok, donc pour la séance de questions-réponses. Alors, la première question qui a été sélectionnée par Chris pendant la présentation, c'est donc quel est le coût approximatif pour traiter les eaux souterraines avec cette technique? Alors, c'est une question intéressante, c'est une question qui, en effet, est très importante. Donc, il est assez difficile de donner un prix comme ça brut pour traiter une eau souterraine. Comme vous pouvez vous en douter, ça dépend de nombreux paramètres, tels que la taille de la zone à traiter, je dirais la concentration, le type de polluant, notamment tout ce qui va être également les paramètres, les conditions géologiques, hydrogéologiques, etc. Donc donner un coût est assez compliqué. Et de plus, comme je vous l'ai montré, le traitement avec cette technique donc du S-MicroZVD est bien souvent couplé à un traitement par biostimulation, en utilisant un substrat carboné par exemple. Donc en réalité, on va donc plutôt préconiser une biostimulation et utiliser le S-MicroZVD comme un amendement dans cette biostimulation. Donc au final, ça va être un faible surcoût par rapport au traitement global par dégradation biologique. Après, pour donner un prix exact, le plus simple, c'est si vous avez un site particulier ou un projet en tête, n'hésitez pas à me contacter. On regardera ensemble les différentes données. On pourra vous renvoyer un dimensionnement qui vous permettra de vous faire une idée plus précise. Voilà pour cette question. La question suivante qui a été retenue est à propos de l'échelle de temps. Donc, quelle est l'échelle de temps pour dépolluer une nappe avec cette technique? Classiquement, pour un projet où on parle uniquement de biostimulation, l'échelle de temps est de, on va dire, entre 1 an et demi, 2 ans, 18-24 mois, on va dire. On préconise entre 18 et 24 mois de suivi pour vraiment mesurer les effets du traitement. Donc, si on reste dans les mêmes concentrations, enfin dans les mêmes, si je peux dire, dans le même contexte, avec les mêmes concentrations de départ, et on va juste ajouter notre S-MicroZVD, là, on peut espérer gagner quelques mois. On peut espérer que le traitement soit plus rapide et diminuer ce temps de suivi à 12-18 mois. Mais dans la réalité, en fait, ce qui se fait plutôt, c'est qu'on va plutôt utiliser cette technique pour en fait traiter des concentrations de départ plus hautes et espérer atteindre des objectifs plus bas. Donc là, dans ce cas-là, le gain en termes de temps
va être beaucoup plus moindre et on va plutôt rester sur les mêmes échelles de temps, donc à savoir 1 an et demi, 2 ans. Pour la question suivante, donc la question suivante est: quelle est l'applicabilité des deux produits aux zones non saturées ou dans des eaux souterraines présentant un caractère discontinu, voire de faible débit? Alors, donc la question est en deux parties. Donc, pour la zone non saturée, donc un traitement en zone non saturée. Là, je dirais que c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, un traitement en zone non saturée, donc c'est très compliqué, car d'une part, donc, je reviens à mon histoire de contact direct donc, entre le polluant et le réactif. Et donc là, en zone non saturée, on ne pourra pas compter sur la nappe pour vectoriser nos particules de fer. Donc, lorsque l'on va injecter, les particules de fer vont vraiment rester localisées à un endroit. Et donc, les chances de contact en fait, entre le polluant et le réactif vont être très faibles. De plus, en zone non saturée, ça va être très compliqué de stimuler la biologie. Donc, on ne pourra pas compter sur cette ISCR améliorée par voie biologique. Donc, ça risque d'être très compliqué. Mais on peut peut-être imaginer des applications en voie non saturée, par exemple en utilisant du soil mixing, qui là permettrait vraiment de cibler les zones sources, les zones fortement impactées, et on pourrait peut-être, dans cette zone-là, maximiser les chances de contact. Donc pour la deuxième partie de la question, où là ça va être plutôt, je pense qu'on parle plutôt de nappes perchées, donc c'est-à-dire des nappes présentant ce qu'on dit un caractère discontinu. Donc là, ça peut être plus intéressant, car dans ce cadre-là, on peut espérer, en plus du traitement chimique, jouer sur la biostimulation et utiliser l'eau en fait comme un vecteur de nos particules de fer. Donc là, sur des nappes perchées, ça paraît plus envisageable qu'en zone insaturée. Une autre question qui nous a été sélectionnée, c'est: comment les caractéristiques qualitatives de l'eau traitée avec le fer zéro changent-elles dans le cas d'une utilisation en aval de la nappe d'eau? Ok, donc si je comprends bien, c'est si jamais on fait un traitement à un endroit et qu'en aval de la zone, on a un puits de pompage, par exemple, comment la qualité de l'eau va être influencée par ce traitement. Donc déjà, tout va dépendre de la distance donc, entre le puits de pompage et la zone d'injection. Mais dans tous les cas, la distribution de fer ne sera pas un problème. Car à partir d'un puits, sauf si vraiment le puits de pompage est à quelques mètres du puits d'injection, mais au-delà de ça, le fer ne va pas migrer sur des centaines de mètres. Donc ça ne peut pas être un souci. Après, par contre, ce qui peut être un souci, ça va être si on utilise un amendement organique, tel que le 3DME, où là, lui, il va avoir tendance à migrer sur de plus grandes distances. Donc là, oui, il faudra prendre en compte le fait qu'on peut retrouver du 3DME dans le puits de pompage s'il est relativement près de la zone d'injection. Et un autre point important, si on fait un traitement uniquement en fer zéro, je reviens aussi à mon histoire de chlorure de vinyle. Donc on sait que c'est un sous-produit qui peut être créé lors d'une déchloration réductrice. Donc il faut le prendre en compte. C'est à prendre en compte car c'est un composé qui peut être très mobile et donc qui peut migrer sur de grandes distances. Donc c'est pourquoi là dans ce cas-là, on va toujours coupler le ZVD avec l'activité biologique pour limiter cette formation de chlorure de vinyle et donc protéger en fait le puits de pompage. Une autre question qui est: quelle est la limite inférieure de concentration de contaminants pour le produit ZVD? Ok, donc là, si je comprends bien, ça va être la question est de savoir à partir de quelle concentration on peut utiliser notre fer zéro valent en fait. Donc pour répondre à cette question, donc je vais reprendre toujours mon histoire de contact direct entre particules de fer et polluants. Donc plus les concentrations de départ vont être faibles, et on comprend plus les chances de contact en fait, entre le réactif et le polluant vont être faibles. Donc il faut une concentration de départ suffisamment importante pour espérer avoir un bon contact entre notre réactif et le polluant. Donc pour donner un chiffre, je dirais qu'à partir qu'on peut utiliser cette technique à partir de quelques milliers de microgrammes par litre, c'est-à-dire 1000, 2000 microgrammes par litre.
En dessous, on va plutôt préconiser une technique de traitement par biodégradation. Donc par exemple avec le 3DME. Merci Aurélien. Je vois qu'il y a encore quelques autres questions qui sont entrées, mais je propose que nous reviendrons vers vous individuellement avec les réponses par email d'ici la semaine prochaine, je pense. D'ici 1 heure, vous recevrez un mail de remerciement avec un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Si vous ou vos collègues souhaitez obtenir un certificat de participation, vous pourrez le demander via le questionnaire de satisfaction. Merci par avance de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Votre avis et vos commentaires nous sont très utiles, particulièrement car il s'agit de notre premier webinaire en France. Ils nous permettront d'améliorer et prévoir nos futurs événements. Merci de nous avoir rejoints et passez une bonne après-midi.